Mesdames, Messieurs, bonjour. Tous mes vœux pour cette nouvelle année, pour vous et pour ceux qui vous sont chers, qu'elle réponde à vos attentes, qui, j'en suis sûre, sont nombreuses. Alors, lors du premier cours, nous avons vu certains aspects du développement du système auditif. J'ai malheureusement, faute de temps, dû renoncer à la présentation du développement du complexe salivaire supérieur, situé dans le tronc cérébral, qui traite les messages sonores de manière à localiser la source. Nous allons donc tout d'abord voir comment l'expérience auditive modifie la structure histologique et la physiologie moléculaire des noyaux auditifs du complexe salivaire, et tout particulièrement de ceux qui sont impliqués dans la localisation de la source sonore dans le plan horizontal. Puis nous nous intéresserons à l'audition des sons naturels et de ceux qui constituent le fondement de la communication entre membres d'une même espèce, et au premier d'entre eux, c'est-à-dire les vocalisations émises par les nouveau-nés. Il s'agit de vocalisations innées, plus ou moins transitoires. Dans certaines espèces, elles laisseront place à des vocalisations acquises, vocalisations dont l'apprentissage chez l'animal, en particulier chez les oiseaux ou les chauves-souris, font l'objet de nombreux travaux visant à identifier l'origine du langage. Nous nous intéresserons tout particulièrement aujourd'hui à la perception des vocalisations néonatales chez la souris, et je débuterai le prochain cours par la perception des vocalisations néonatales chez les primates, singes et hommes. Ceci pour vous rappeler qu'après ce cours, vous aurez un séminaire fort intéressant par Daniele Schön qui discutera des vocalisations périnatales, qui discutera de la musique et de la plasticité cérébrale. J'aurai l'occasion de l'introduire juste après mon cours. Alors voyons donc les mécanismes moléculaires impliqués dans l'amélioration, l'accroissement de la définition tonotopique au niveau du complexe de l'olive supérieure. Alors ceci me conduit à rappeler quelques données sur la localisation spatiale de la source sonore. Lorsque les mammifères apparaissent, il y a environ 200 millions d'années, ce sont principalement des animaux nocturnes, pour lesquels la localisation de la source sonore joue un rôle considérable pour déceler les proies et les prédateurs. Chez l'homme, son rôle est essentiel à la communication, en particulier, comme nous l'avons vu lors du cours de 2010, pour distinguer le nombre des locuteurs et leur localisation, éléments critiques pour une perception sonore dans des ambiances bruitées. C'est au mécanisme impliqué dans la localisation sonore dans le plan azimutal, c'est-à-dire horizontal, donc que nous allons nous intéresser. Et depuis les travaux de Lord Rayleigh en 1916, on sait que cette localisation repose sur l'écoute binaurale, sur le traitement de deux paramètres sonores, l'intemporel et l'autre fondé sur l'intensité sonore. Le paramètre temporel, la tête, diffracte les ondes sonores de basse fréquence, celles dont la longueur d'onde est supérieure à son diamètre. Il s'ensuit un délai de temps indiqué ici par ce delta T sur cette flèche, en anglais abrégé en ITD, et qui correspond au délai que met l'onde sonore pour arriver à l'un et l'autre tympan. Et cette valeur de délai de temps permet la position de la source sonore, le positionnement de la source sonore dans le plan azimutal. C'est ici schématisé autrement.
Alors, ici, une représentation de ce qui se passe en vert, la position azimutale 0, l'onde sonore arrive au même moment à l'une et l'autre oreille. Alors, on définit comme position azimutale 0 celle qui correspond à l'intersection entre le plan horizontal et le plan vertical. Ensuite, plus l'on s'éloigne de cette position azimutale, plus donc le degré augmente et donc plus le diamètre de la tête est grand, plus le délai de temps temporel peut être grand et plus les ondes diffractées par la tête sont de faible longueur d'onde. Chez l'homme, ce délai de temps maximal est estimé à 670 microsecondes et il correspond à des fréquences inférieures à 1500 Hz environ. C'est par l'extraction de ce délai de temps qui sépare l'arrivée d'une onde sonore émise par une source à l'oreille la plus proche de la source, oreille ipsilatérale, versus l'oreille contralatérale, que le système, donc je le disais, localise les sons de basse fréquence dans le plan horizontal. Le second paramètre sonore utilisé pour localiser les sons est l'intensité sonore. La tête a un effet tout autre sur la propagation des ondes sonores de haute fréquence. Elle crée une ombre portée qui atténue d'autant plus leur intensité que la fréquence sonore est élevée. Ceci se traduit par une différence d'intensité indiquée ici par delta I des sons qui parviennent à l'une et l'autre oreille dès lors que l'on s'écarte de la position azimutale 0. En anglais, cette différence d'intensité est abrégée en ILD. Chez les mammifères, deux noyaux principaux situés dans le complexe de l'olive supérieure reçoivent des signaux provenant de chacune des deux oreilles. Il s'agit de l'olive supérieure latérale, ici indiquée par LSO, et de l'olive supérieure médiane, indiquée par MSO, et le code couleur indique la présence d'une organisation tonotopique dans ces deux noyaux, comme d'ailleurs dans les autres noyaux du tronc cérébral, ainsi que vous le voyez, ainsi qu'au niveau du noyau cochléaire. Alors, c'est dans l'olive supérieure médiane et dans l'olive supérieure latérale que vont être traités délais temporels et délais différence d'intensité sonore. Ce que vous voyez ici, c'est un schéma de Ramoni-Caral qui, en 1907, la même année que la publication de Lord Rayleigh, notait que des neurones venant de chaque côté de la tête se projetaient sur ces deux structures dont on sait aujourd'hui que l'une correspond à l'olive supérieure latérale et l'autre à l'olive supérieure médiane. Le délai temporel est traité dans l'olive supérieure médiane, la différence d'intensité dans l'olive supérieure latérale. Alors, à cette dichotomie s'est progressivement ajoutée une autre selon laquelle les sons de basse fréquence sont traités dans l'olive supérieure médiane et les sons de haute fréquence dans l'olive supérieure latérale qui traite la différence d'intensité. Alors, cette idée a été dans un premier temps étayée en ce qui concerne l'olive supérieure médiane par des observations qui, chez le chien, montraient que ces neurones, de fait, répondaient au délai temporel pour les sons de basse fréquence. Il en est de même dans la structure homologue des oiseaux, le noyau laminaire.
Ces deux types de dichotomie sont aujourd'hui en partie remises en question. Pourquoi ? Tout d'abord, des expériences de psychoacoustique ont montré qu'en champ proche, la localisation des sources sonores de basse fréquence utilise la différence d'intensité pour localiser les sources sonores. À l'inverse, on sait aujourd'hui que la source des sons de haute fréquence peut être localisée via le délai temporel, pourvu que ces sons de haute fréquence soient modulés en amplitude, et ils le sont généralement avec une fréquence faible. C'est la fréquence de modulation en amplitude qui est basse et qui définit l'enveloppe sonore que vous voyez ici, qui est le paramètre temporel qui est extrait pour localiser les sons de haute fréquence modulés en amplitude. Alors, on voit donc que l'on s'éloigne en réalité progressivement de la théorie duplex de l'ordre Rayleigh. Quant à la dichotomie anatomique, elle est aussi moins stricte qu'initialement proposée. D'une part, l'olive supérieure latérale qui traite la différence d'intensité répond aussi au délai temporel des sons de basse fréquence. Et d'autre part, l'olive supérieure médiane qui répond au délai temporel de la modulation des sons de haute répond au délai temporel de la modulation des sons de haute fréquence. Les mécanismes cellulaires sous-jacents de ces modes de localisation sont aujourd'hui eux aussi remis en question. Pourquoi ? Ce champ scientifique a été pendant des décennies dominé par le modèle de Jeffreys, élaboré en 1948, pour rendre compte du délai temporel, de l'extraction du délai temporel pour localiser les sons de basse fréquence dans le plan azimutal. Selon ce modèle, des neurones reçoivent des informations provenant de l'une et l'autre oreille. Ils sont ici schématisés par ces ovales. Ce sont donc des neurones qui sont dits bineuraux. Si les signaux qu'ils reçoivent leur parviennent en même temps, ils sont stimulés ou, au contraire, inhibés, selon la détection. Les neurones bineuraux, selon cette hypothèse, se comportent donc comme des détecteurs de coïncidence. L'hypothèse stipulait de surcroît l'existence d'un substrat anatomique pour l'extraction du délai temporel sous la forme d'une hétérogénéité dans la longueur des axones des neurones qui transfèrent les signaux venant de l'une et l'autre oreille. Cette hétérogénéité de longueur est figurée ici, venant de l'une et l'autre oreille et donc se projetant sur les neurones bineuraux. Cette hétérogénéité de longueur introduisait un délai de temps dans l'information transférée, d'où le terme introduit de délai de ligne. Le neurone bineural, dans ce modèle, répond à la somme des délais temporels, c'est-à-dire au délai acoustique plus au délai neural, qui lui parviennent de l'une et l'autre oreille. Donc, les neurones bineuraux forment une carte de délai temporel acoustique et ils ont une sensibilité maximale pour un délai acoustique donné. Alors ici, par exemple, on a une graduation de la sensibilité de délai de temps en allant, du délai de temps décelé
en allant de la position azimutale représentée par ce neurone en vert à ce neurone en rouge. Cette carte de délai de temps a bien été établie, mais le substrat anatomique, tel que l'avait proposé Jeffreys, n'a été mis en évidence que chez l'oiseau, au niveau de l'olive supérieure médiane. Plus, aujourd'hui, c'est le rôle physiologique de ce délai de temps décelé par l'olive supérieure médiane qui pose question. En effet, on s'est aperçu que ces neurones bineuraux répondent à des délais de temps tout à fait inattendus puisqu'ils répondent à des délais de temps supérieurs au temps que met l'onde pour se propager d'une oreille à l'autre au temps maximal qu'elle peut mettre, c'est-à-dire si la source sonore est située à 90 degrés. Donc se pose la question de la signification de ces délais temporels particulièrement longs. Il faut souligner que chez l'oiseau, dans le noyau laminaire, la carte des délais temporels existe bien, mais il n'y a pas de délais très longs comme ceux que je viens de mentionner chez les mammifères. Enfin, je dois dire que l'on est loin d'une compréhension mécanistique satisfaisante de la façon dont les neurones de l'olive supérieure médiane répondent aux délais temporels. Et ceci est principalement dû au fait que les enregistrements électrophysiologiques, qui pour avoir une valeur maximale doivent être effectués in vivo au niveau des neurones bipolaires de l'olive supérieure médiane, sont particulièrement difficiles à réaliser. Alors, on peut résumer ainsi les données. Les neurones binauraux de l'olive supérieure médiane, que vous voyez ici figurer leur corps cellulaire et leur dendrite, reçoivent des signaux excitateurs venant de l'une et l'autre oreille et des signaux inhibiteurs en rouge venant également de l'une et l'autre oreille. Dans les deux cas, ils leur sont délivrés via des neurones situés dans la partie ventrale du noyau cochléaire et il s'agit des cellules en buisson dont j'ai discuté la fois précédente. Ces neurones ont les propriétés de transmettre très fidèlement les signaux qu'ils ont reçus des neurones auditifs. Quand le son est de basse fréquence, dans les neurones auditifs primaires, ceux qui font synapse avec les cellules ciliées internes, leur réponse est, comme celle des neurones auditifs primaires, synchrone à l'onde sonore. Quand le son est de haute fréquence, comme la réponse des neurones auditifs primaires, leur réponse présente un pic de décharge au moment de la mise en place de la stimulation, puis une adaptation rapide avec une diminution de la réponse jusqu'à un état d'équilibre qui demeure pendant toute la stimulation. Ces cellules en buisson, comme nous l'avons vu la semaine passée, sont de deux types. Les cellules en buisson globulaires et les cellules en buisson sphériques. Globulaires abrégées ici en GBC et sphériques en SBC. Elles sont donc situées dans le noyau cochléaire. Les cellules en buisson globulaire reçoivent un grand nombre de neurones ou font synapse avec davantage de neurones auditifs que les cellules en buisson sphérique et on leur prête
une précision temporelle qui pourrait être supérieure à celle des cellules en buisson sphérique. Autre différence, et elle est majeure, les cellules en buisson sphérique se projettent, comme vous le voyez ici et là, directement sur l'olive supérieure médiane, et les cellules, elles se projettent aussi de la même façon sur l'olive supérieure latérale, nous le verrons, tandis que les cellules en buisson globulaire font relais avec des neurones situés dans un autre noyau de ce complexe, le noyau médian du corps trapézoïde, qui lui comporte des neurones inhibiteurs. Par conséquent, c'est via ce relais que, entre cellules en buisson globulaire et olive supérieure médiane, que des neurones inhibiteurs vont se projeter sur l'olive supérieure médiane. Donc, elle reçoit donc au total, je le répète, des signaux excitateurs venant des deux côtés et des signaux inhibiteurs qui ont fait relais via le noyau médian du corps trapézoïde et qui viennent également des deux côtés. On peut penser, ceci est démontré pour les cellules en buisson sphérique et également pour les neurones inhibiteurs du noyau médian du corps trapézoïde, mais pas pour cet autre relais, mais il n'y a aucune raison de penser que c'est différent, que c'est une activité de réponse cycle par cycle pour les basses fréquences qui se propagent dans ces neurones et que donc les neurones bipolaires reçoivent une activité synchrone des afférences excitatrices et inhibitrices. Alors venons-en maintenant à l'olive supérieure latérale, système qui détecte la différence d'intensité. Ce circuit neuronal est plus simple. Il comporte le transfert à l'olive supérieure latérale, ipsilatérale, à la source, via les cellules en buisson sphérique de signaux excitateurs. Et, très simplement, des signaux inhibiteurs, signaux excitateurs et inhibiteurs se projetant sur les neurones bipolaires de l'olive supérieure latérale. Et comme tout à l'heure, ces neurones inhibiteurs viennent de la projection des cellules en buisson globulaire sur le noyau médian du corps trapézoïde, dont les neurones inhibiteurs vont se projeter sur l'olive supérieure latérale. Alors, venons-en maintenant. Alors, juste un mot, il y a absence de décharge lorsque les signaux venant de l'une et l'autre oreille ont la même intensité, signaux excitateurs et inhibiteurs, et il y a décharge ou au contraire inhibition selon la position azimutale de la source. Alors venons-en maintenant aux aspects développementaux. Aussi bien dans l'olive supérieure que dans l'olive latérale que médiane, la tonotopie, c'est-à-dire la représentation ordonnée des différents délais de temps et des différences d'intensité, s'affine au cours du développement. Il y a donc là un processus de maturation dont une partie est dépendante de l'expérience auditive. Je vais brièvement décrire ce que l'on sait actuellement de ce processus de maturation. Sachez qu'aussi bien pour le système de l'olive supérieure latérale que pour le système de l'olive supérieure médiane, la maturation n'a à ce jour été observée qu'entre les afférences inhibitrices
venant des neurones du noyau médian du corps trapézoïde et les neurones bipolaires de l'olive supérieure latérale, comme ici, ou médiane. Tout d'abord, au niveau de l'olive supérieure latérale, avant même l'apparition de l'audition, le nombre des projections fonctionnelles venant du noyau médian du corps trapézoïde sur l'olive supérieure latérale va subir une réduction majeure. Réduction fonctionnelle qui aboutira à l'affinement de la carte tonotopique parce qu'elle sera suivie, après l'apparition de l'audition, de la disparition des branches axonales des neurones du noyau médian du corps trapézoïde. Le délai qui existe entre le silence fonctionnel de ces synapses, de certaines de ces synapses, et la rétraction, la disparition des branches axonales correspondantes a conduit à l'idée que l'on avait affaire à deux phénomènes distincts. L'un expliquant l'inhibition fonctionnelle, l'autre la disparition physique des branches axonales. Quelle en est l'explication proposée? Durant la période de silence fonctionnel de cette synapse, ces neurones, et nous sommes ici donc durant la période de silence fonctionnel, ces neurones libèrent le neurotransmetteur inhibiteur GABA. Le GABA est un neurotransmetteur hyperpolarisant inhibiteur à l'âge adulte. Mais à ce stade, il est dépolarisant, il est excitateur. Alors, un mot sur le rôle excitateur du GABA, rôle donc très général durant le développement. Pour certains d'entre vous, c'est un simple rappel, j'en suis sûre. Les profils d'activité spontanée des réseaux neuronaux en développement diffèrent à beaucoup d'égards de ceux des réseaux neuronaux matures. Entre autres, ils impliquent souvent le GABA, et le GABA, qui est donc hyperpolarisant chez l'adulte et dépolarisant initialement. Ceci a été décrit en 1978 par le groupe de Tanaka au niveau des neurones de la moelle épinière, puis étendu aux neurones de la région CA3 de l'hippocampe, puis généralisé en particulier et pour une part majeure par notre collègue, le docteur Benary. Si la dépolarisation induite par les fixations du GABA sur son récepteur GABA-A excède le seuil d'activation des canaux sodiques en postsynapse, alors on va avoir une génération de potentiel d'action. De surcroît, en réponse à cette dépolarisation, des canaux calciques dépendants du voltage s'ouvrent, ce qui augmente la concentration intracellulaire du calcium et peut conduire à la libération du neurotransmetteur. Alors, comment le GABA dépolarise-t-il les neurones? Le flux de chlore à travers ce récepteur dépend de son gradient électrochimique dicté par le potentiel d'équilibre de l'ion chlore qui varie avec la concentration du chlore intra-extracellulaire. La concentration intraneuronale du chlore est particulièrement forte au stade embryonnaire. Son potentiel de réversion est alors beaucoup plus positif que le potentiel de repos de la cellule. En conséquence, la fixation du GABA sur son récepteur va se traduire par une sortie du chlore de la cellule et donc une dépolarisation de la cellule que vous voyez ici, au stade développemental. Chez l'adulte, la concentration intracellulaire du GABA
est beaucoup plus faible. Sur cette figure, elle est chez l'adulte de 25 millimolaires, pardon, chez l'embryon de 25 millimolaires et chez l'adulte de 7 millimolaires. Elle est beaucoup plus faible et en conséquence, l'ouverture des canaux va conduire, sur lequel se fixe le GABA, va conduire à une entrée de chlore dans la cellule et donc à une hyperpolarisation. Il y aura donc une réduction des décharges de potentiel d'action. Alors, ces données donc sont schématisées sur cette diapositive et quels en sont les mécanismes sous-jacents? Qu'est-ce qui contrôle le niveau du chlore intracellulaire à la période embryonnaire? C'est l'entrée massive de chlore grâce à l'hyperexpression du cotransporteur NKCC1 qui médie le cotransport de l'ion chlore, de l'ion sodium et de l'ion potassium vers l'intérieur de la cellule, et à l'inverse, la sous-expression du transporteur KCC2 qui cotransporte à l'extérieur de la cellule le potassium et le chlore. Que se passe-t-il au stade adulte? Eh bien, il y a inversion du taux d'expression de ces deux transporteurs et par conséquent, le chlore, le niveau de chlore, baisse dans la cellule, ce qui va conduire à l'entrée du chlore, alors que là, il y avait sortie du chlore lorsqu'il y avait ouverture des canaux par fixation du GABA. De façon anecdotique, j'aimerais mentionner l'importance de ce mécanisme, importance par exemple au cours de l'accouchement. Les neurones du fœtus vont être protégés contre l'hypoxie, la baisse de l'oxygène, qui a lieu au moment de la naissance, parce qu'ils vont cesser d'être excitateurs pour devenir inhibiteurs. Et ceci est dû au fait que brutalement, lors de l'accouchement, il y a baisse de la concentration intracellulaire du chlore dans les neurones. Je reviens à l'olive supérieure latérale. Durant le développement, sous l'effet dépolarisant du GABA, des potentiels d'action peuvent être générés et on peut avoir une activation des canaux calciques. Et ces réponses calciques restreintes peuvent aboutir à une modification de la force synaptique des synapses formées par ces terminaisons GABAergiques et des neurones bipolaires, ce qui conduirait au silence fonctionnel. Alors, l'on va voir que après la mise en place de l'audition, un autre type de plasticité dont j'ai parlé se met en place. Excusez-moi parce que ce n'est pas là ici, je parle de l'olive supérieure latérale. Un autre type d'inhibition se met en place qui va consister à la suppression des collatérales. Aussi bien cette période d'inhibition fonctionnelle que la suppression des collatérales, ces deux effets prennent place dans les synapses inhibitrices entre les neurones du noyau médian du corps trapézoïde et l'olive supérieure ou l'olive latérale. Alors, en ce qui concerne l'olive supérieure médiane, il existe un mécanisme supplémentaire qui, comme la suppression des collatérales, a lieu en période postnatale et dont on a pu montrer qu'il dépend directement de l'expérience auditive. Chez des gerbilles élevés dans des environnements bruités
où les sources sonores sont multidirectionnelles, la sensibilité azimutale, qui normalement s'accroît après la naissance, ne se modifie pas. Ceci donc indique très clairement l'effet de l'environnement sur l'augmentation de la sensibilité azimutale. On a bien là affaire à une plasticité qui se traduit par le fait que les projections glycinergiques venant du noyau médian du corps trapézoïde sur les neurones de l'olive supérieure médiane changent. En période avant l'écoute, avant la mise en place de l'audition, ces terminaisons glycinergiques sont présentes à la fois sur les dendrites et le corps cellulaire. Lors de la mise en place de l'audition, toutes les projections glycinergiques sur les dendrites disparaissent, ne persistent presque exclusivement que celles qui sont présentes sur le corps cellulaire. Si les sources sont multidirectionnelles en période postnatale, cette transition n'a pas lieu. Alors, maintenant, pour clore ce chapitre, on peut se poser donc la question d'une maturation très voisine et des mécanismes de maturation très voisins au niveau de l'olive supérieure et de l'olive supérieure latérale et médiane, c'est-à-dire outre ce phénomène que je viens de mentionner. Pourquoi ? Parce que, je l'ai mentionné, il existe cette phase d'inhibition fonctionnelle avec élagage, en quelque sorte, de terminaison axonale dans les deux cas, et que les neurones inhibiteurs venant du noyau médian du corps trapézoïde, en réalité, se projettent à la fois sur l'olive supérieure latérale et l'olive supérieure médiane. Donc, ce qui est à rechercher, c'est une définition plus précise de la façon dont se met en place cette inhibition fonctionnelle pour laquelle je vous ai donné des éléments avec le passage de la libération du GABA qui, d'excitateur, devient inhibiteur, mais ce qui n'est pas compris et qui reste à élucider, ce sont les mécanismes sous-jacents qui président à l'élimination d'un certain nombre de terminaisons axonales qui vont affiner la carte tonotopique. Si vous avez au départ une projection comme montrée ici des noyaux médians du corps trapézoïde sur plusieurs neurones bipolaires de l'olive supérieure médiane et que l'on passe par l'élagation de ces branches à une innervation sur un ou deux neurones seulement, on affine bien sûr cette carte tonotopique. Enfin, pour conclure, j'aimerais dire que la question qui se pose, puisque seul au niveau de l'inhibition, ces processus d'affinement de la carte tonotopique ont été mis en évidence avant la période de l'audition et après la période de l'audition, se pose la question de ce qui se passe au niveau excitateur, comment les afférences excitatrices vont-elles en quelque sorte s'ajuster à ces variations tonotopiques des projections inhibitrices. Pour clore ce chapitre, un tout petit mot d'une autre synapse. La synapse que j'ai jusqu'ici passée sous silence, qui se situe dans le noyau médian du corps trapézoïde et qui a lieu entre les cellules en buisson globulaires
et les noyaux médians du corps trapézoïde. Cette synapse est l'objet d'une attention considérable depuis des décennies. Non pas tant pour la placer et placer son intérêt dans la perception auditive, que parce qu'il s'agit d'un modèle. Un modèle, pourquoi ? Parce que la terminaison synaptique des cellules en buisson globulaire sur les neurones médians du corps trapézoïde forme une structure que l'on a dite en calice, que vous voyez ici recomposée en 3 dimensions. Un calice qui, à l'état mature, est unique et donc qui vient encorbeler les terminaisons du noyau des neurones inhibiteurs du noyau médian du corps trapézoïde. Et cette synapse, par sa surface, a des propriétés exceptionnelles de précision temporelle et assure systématiquement le transfert de l'information. De ce fait, c'est un modèle pour les neurobiologistes. Alors sachez simplement que si c'est un modèle pour les neurobiologistes, elle ne peut pas être vraiment ou de façon très marginale un modèle pour ceux qui s'intéressent à la maturation du système auditif, parce que de fait, sa maturation est extrêmement marginale et on ne lui connaît pas de plasticité véritablement, disons, étayée. Elle se forme de surcroît sans recevoir d'informations venant de la périphérie. Chez des animaux totalement sourds, chez lesquels il n'y a pas de libération du neurotransmetteur au niveau périphérique, le glutamate, parce que les canaux calciques dépendant du voltage, les canaux K23, sont mutés, donc il n'y a pas d'information dirigée par l'audition venant vers les neurones auditifs, et donc il n'y a pas de ce type d'information au niveau des neurones en buisson globulaire, eh bien, le calice de Held se forme normalement. Donc maintenant, ce chapitre est donc clos, et sans transition, je vais discuter des émissions vocales en période périnatale. C'est là qu'il va falloir montrer un petit peu, avoir un peu de plasticité. Donc, une des tâches fondamentales du système auditif est le traitement des signaux de la communication acoustique entre les membres d'une même espèce. L'intérêt de l'étude des vocalisations apprises chez l'animal, qui est le fait seulement de quelques espèces, comme je le mentionnais, se situe bien évidemment dans la recherche d'une compréhension de l'origine du langage chez l'homme. Comment s'est mise en place les réseaux neuronaux qui président au langage au cours de l'évolution. L'intérêt de l'étude des vocalisations périnatales est tout autre. Ce sont des vocalisations innées. Il s'agit de sons naturels qui ont une valeur écologique. Comme nous le verrons, nous savons maintenant qu'ils sont signifiants, ils déclenchent des comportements. Ces sons sont presque toujours des sons complexes et souvent des sons harmoniques dont je vous rappelle qu'ils sont composés d'une fréquence fondamentale, en tout cas et des multiples entiers de cette fréquence fondamentale. L'étude de leur traitement, de ces vocalisations, dans le système auditif est un moyen d'approcher le traitement des sons complexes. De plus, la question se pose d'un traitement spécifique de ces sons, tout comme est traité de façon spécifique dans certaines aires corticales et dans des populations spécifiques la reconnaissance des visages.
La reconnaissance de ces vocalisations met-elle en jeu des populations particulières dans le cortex auditif? Plus, si on veut s'intéresser à l'intégration multisensorielle des signaux, le caractère naturel de ces sons permet de définir les conditions expérimentales idéales en quelque sorte pour s'intéresser à cette intégration sensorielle. Prenons l'intégration audiovisuelle, et pour laquelle on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau cortical. L'étude des vocalisations innées offre une situation expérimentale idéale. Le signal visuel à associer dans ces tests est tout naturellement la vue des mouvements de la face qui accompagnent la production des vocalisations. Enfin, un nombre croissant de travaux montrent que la réponse à des sons naturels, et tout particulièrement à ces vocalisations néonatales, met en jeu la plasticité corticale et qui peut alors être étudiée dans un contexte naturel. Diverses espèces ont un répertoire vocal qui leur est propre. Il est composé d'un ensemble de structures acoustiques. Je vais discuter des vocalisations périnatales chez la souris. Elles connaissent un regain d'intérêt. Elles sont devenues objet d'étude dans le cadre de travaux qui portent sur les troubles du langage, dans la production du langage comme dans sa perception. En effet, tant dans les anomalies de production de la parole chez l'homme, en particulier de son articulation, que dans le cadre de l'autisme, des gènes qui sous-tendent ces atteintes ont été identifiés. Or, pour comprendre le rôle de ces gènes, c'est-à-dire des protéines pour lesquelles ils codent, à quel moment et quelles fonctions biologiques précises sont affectées lorsque ces gènes sont atteints, des modèles murins sont développés. En d'autres termes, des mutations identiques à celles trouvées chez l'homme sont introduites par recombinaison homologue dans ces mêmes gènes chez la souris. Les souris mutantes sont-elles des modèles? En d'autres termes, ont-elles des anomalies dans la production des signaux acoustiques? Si c'est le cas, ces modèles sont susceptibles d'éclairer la pathogénie des atteintes que je mentionnais tout à l'heure. Sur le point de la production de sons, il convient cependant de souligner l'existence d'une connexion neuronale majeure, directe, qui existe entre le cortex moteur et les cordes vocales chez l'homme et qui n'existe chez aucune autre espèce animale. Alors, dans le cadre de ce cours, c'est la perception de ces vocalisations qui nous intéresse. Elle est étudiée dans plusieurs espèces, souris, chauves-souris, singes et hommes, et notre attention va se porter sur la nature et la perception de ces vocalisations chez la souris et la plasticité cérébrale associée. Plasticité, pourquoi? En effet, comme nous le verrons, les mères répondent aux cris des souriceaux nouveau-nés par un comportement que l'on dit maternel, comportement qui n'est pas présent chez les femelles vierges. Il y a donc là le développement d'un comportement dont on sait aujourd'hui qu'il s'accompagne d'une modification du traitement des vocalisations dans le cortex auditif. En 1972, Eliane Noireau du département de comportement animal de Marseille du CNRS rapportait le fait que les rongeurs émettent des appels de détresse sous la forme
d'appels ultrasoniques. De ces deux appels, l'un engendré par une réponse au froid, l'autre par une réponse tactile inhabituelle, le premier suscitait une réponse positive de la souris située à proximité, et le second, au contraire, une réponse négative. En 1982, Ehret et Hack s'attachaient à caractériser ces vocalisations chez la souris, et en 1986, Ehret décrivait l'existence de vocalisations dès la naissance chez la souris. Or, je vous rappelle que ces souriceaux qui vocalisent sont sourds et aveugles. Ils sont sourds jusqu'à la fin de la 2e semaine et aveugles pendant les 5 premiers jours. Suivait ensuite d'autres descriptions de ces vocalisations. Ici, vous voyez les enregistrements en sonogramme des réponses des nouveau-nés, des souriceaux nouveau-nés, au jour 7 après la naissance et au jour 9, dans les 3 premiers enregistrements, puis plus tard chez l'adulte. Il s'agit, en ce qui concerne les nouveau-nés, de signaux qui sont émis de haute fréquence, ici de l'ordre de 75 kHz, qui sont émis environ toutes les 300 millisecondes. Les caractéristiques de ces vocalisations ultrasonores se modifient avec le temps. Comme vous le voyez ici, vous voyez leur spectre à différents âges après la naissance, au jour 6, au jour 12, et donc le spectre de vocalisation se déplace. On peut considérer qu'il y a eu 2 étapes essentielles dans l'étude des vocalisations chez la souris. La première a permis d'associer vocalisation néonatale et comportement maternel. Il s'agit du travail réalisé par Ehret et Benneker en 1986. Je vais y revenir. La seconde est en rapport avec un travail effectué par Holly et Guo, réalisé en 2005, non plus sur les vocalisations néonatales, mais sur les vocalisations des mâles adultes, et qui attirait l'attention sur le fait que les émissions vocales, lorsqu'un mâle chez la souris rencontre une femelle, comportent une structure syllabique et temporelle qui évoque le chant des oiseaux, lui-même, que l'on considère lui-même comme apparenté à la parole. En réalité, si on tend à donner beaucoup de poids à cet article publié en 2005, dès 2003, nous le verrons, un parallélisme était fait entre les émissions vocales chez la souris, certaines émissions vocales, et la structure du langage chez l'homme. Les vocalisations néonatales sont pour certaines audibles, d'autres ne le sont pas parce qu'elles sont ultrasonores. 2 parmi elles engendrent un comportement maternel. L'un est dit appel frétillant et celui-là est audible. Il est émis alors que les nouveau-nés se battent pour l'accès à la nourriture, c'est-à-dire pour l'accès aux mamelles de la mère. Durant les 5 jours qui suivent la naissance, les mères restent en quasi-permanence avec leur portée et à partir du 6e jour, elles retrouvent une autonomie en sorte qu'elles vont pouvoir se déplacer pour se nourrir. Les souriceaux émettent ce cri dit de frétillement seulement quand la mère est en position d'allaitement. L'autre est ce cri ultrasonore, cet appel ultrasonore que je mentionnais tout à l'heure, qui est émis par les souriceaux quand ils sont éloignés de leur mère. Ces 2 vocalisations néonatales cessent lorsque l'effet déclenchant cesse,
c'est-à-dire lorsque les souriceaux deviennent autonomes du point de vue nourriture. En 1986, Ehret testa l'existence d'une réponse comportementale à ces vocalisations de basse fréquence sonore et qui ont donc une structure harmonique, appel frétillant. Vous voyez ici la fréquence fondamentale F0 et les harmoniques de plus haute fréquence. Il s'agit d'appels dont l'intensité en milieu naturel est de 70 décibels. Pour examiner l'existence d'une possible réponse comportementale chez les mères, ce groupe a procédé à une analyse comparative du comportement de mères entendantes et de mères qui présentaient une surdité unilatérale ou bilatérale. En ordonnée, le poids des souriceaux qui va être suivi chez les mères entendantes, indiqué par les cercles noirs, chez les mères qui ont une surdité unilatérale, carré blanc, chez les mères qui ont une surdité totale bilatérale. Il y a un effet significatif sur la prise de poids par le fait que la mère a une surdité totale. Ils se sont ensuite intéressés au comportement maternel des mères. Lèchent-elles leurs petits ? Le fait de lécher les petits est en fait essentiel puisque ceci va stimuler le comportement des souriceaux nouveau-nés. Lèchent-elles leurs petits et changent-elles de position pour donner accès aux mamelles ? Alors, tout d'abord, j'ai oublié de mentionner la production même de ces vocalisations, donc qui augmente jusqu'au jour 6 après la naissance et disparaît au jour 16 quand les souriceaux deviennent autonomes. Ils se sont d'abord intéressés au comportement spontané des mères, c'est-à-dire en l'absence d'appel des petits. En noir, donc cercle noir, la réponse des mères entendantes, les carrés blancs sourdes unilatérales, les triangles blancs sourdes de façon bilatérale. Il n'y a pas de différence dans le comportement maternel d'une mère, comportement spontané, qu'elle entende ou qu'elle soit totalement sourde. Qu'en est-il lorsque l'on examine le comportement en réponse à cet appel frétillant, donc de basse fréquence, des souriceaux? Là, aussi bien en A, en ce qui concerne la fréquence de léchage des petits que du changement de position de la mère en B, on voit que la réponse des mères qui n'entendent pas ici les triangles en blanc est totalement différente de celle des mères qui entendent. Par conséquent, ces sons de basse fréquence, dits appels de frétillement, engendrent bien un comportement chez la mère qui répond. Alors, les travaux qui ont suivi ont eu pour objectif de s'intéresser à la possible concordance qu'il y aurait entre ces sons harmoniques et la détection des sons chez l'homme, et en particulier ceux que l'on connaît bien, les sons de voyelles, qui sont pour la plupart harmoniques. Et donc, ce que les auteurs ont essayé de faire, c'est de voir si les paramètres dont on sait qu'ils sont essentiels pour la perception des voyelles sont aussi essentiels pour la perception de ces vocalisations harmoniques chez la souris. Et ce sont 2 papiers publiés en 2002 qui vont établir que oui, la souris détecte les structures harmoniques et qu'elle les détecte de façon tout à fait semblable
au mode de détection des voyelles chez l'homme. Alors, pour ce faire, les sons, cette fois-ci, sont synthétisés et ils vont être modifiés à volonté, c'est-à-dire qu'on va ou non en extraire ou en ajouter certaines ou modifier certains des composants fréquentiels. Alors, vous voyez ici les 11 profils de sons qui vont être délivrés aux souris, aux mères, en période donc immédiatement après la naissance. Alors, ce qui était dans un premier temps comparé, c'est la réponse obtenue par playback chez ces mères, à la réponse que l'on obtenait si l'on extrayait les 3 fréquences principales de cet appel, fréquence à 7,8 kHz, fréquence à 3,8, 7,6 et 11,4 qui sont donc en harmonique. Tout d'abord, ce que vous avez sans doute des difficultés à lire, mais veut montrer, et c'est simplement les 2 dernières lignes que l'on va comparer, que le comportement de la mère, qui est ici apprécié par un facteur dit Q, est voisin lorsque l'on leur présente en playback les sons naturels ou les 3 fréquences en harmonique dont je viens de vous parler, qui composent l'appel de frétillement modulé en amplitude. À partir de là, on peut faire varier les composantes de ce spectre. Alors, qu'est-ce qui a été fait? C'est tout d'abord de modifier, de regarder est-ce que, oui ou non, lorsque l'on présente strictement les 3 fréquences harmoniques, on a des réponses semblables versus le cas où l'on présente d'autres fréquences. Et là, on montre que la fréquence est maximale lorsque les 3 fréquences qui composent l'appel sont présentées. Ce qui est comparable à ce que l'on observe pour les voyelles. Ensuite, les auteurs se sont demandé si les sons que l'on présente appartiennent à une même bande critique. Est-ce qu'il va y avoir reconnaissance de l'appel? Alors, la bande critique fait référence au fait que si 2 sons sont situés dans une même bande critique, ils vont donner entre eux une sensation de battement et ils ne seront pas bien discriminés l'un de l'autre. Eh bien, ce qui a été montré également, c'est que si au lieu des bandes fréquentielles dont je vous ai parlé, on propose une structure harmonique dans laquelle les fréquences sont plus proches les unes les autres et dans lesquelles, de ce fait, certaines vont être situées dans une même bande critique, contrairement aux 3 fréquences 3,8, 7,6 et 11,4 dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, la qualité de la réponse chez la mère est moindre. Quelle est l'importance de la fréquence fondamentale dans la reconnaissance? Elle est essentielle au niveau des voyelles, nous l'avons vu lors des cours précédents. Même chose au niveau de ces vocalisations. Si on supprime la fréquence fondamentale, la reconnaissance est moindre. Par contre, si l'on délivre des fréquences, seulement des harmoniques de niveau supérieur à la fréquence d'origine 3,7, est-ce que les souris sont capables d'extraire la fréquence fondamentale comme le fait l'homme en ce qui concerne les voyelles? La réponse est oui. Par conséquent, sur un ensemble de critères, on peut dire, à travers l'étude de ces vocalisations, que la souris détecte bien et répond bien aux structures harmoniques comme le répond
comme est la réponse chez l'homme. Les auteurs se sont alors intéressés au domaine temporel, au regroupement des fréquences dans le domaine temporel. C'est ce regroupement qui, nous l'avons vu, conduit à la perception d'objets auditifs, de flux d'événements sonores qui ont une signification biologique en termes de communication. Ici, les auteurs vont présenter 11 structures différentes, toujours composées à partir des fréquences harmoniques que nous avons vues tout à l'heure et dont ils vont faire varier la durée de présentation, le début et la fin du signal. Et là, pour résumer, ce qui est observé est exactement ce qui a été observé chez l'homme dans les possibilités d'intégrer 3 signaux. On trouve même des valeurs qui contraignent l'intégration qui sont très semblables à ce qui a été observé chez l'homme, c'est-à-dire que, par exemple, pour la fréquence fondamentale, elle ne doit pas débuter à plus de 30 millisecondes avant ces 2 harmoniques supérieures. Donc, ceci valide en quelque sorte l'intérêt de ces vocalisations spontanées pour comprendre, si l'on veut s'intéresser aux modifications qui peuvent exister dans la perception des sons dans certaines maladies humaines. Et ici, j'aimerais juste souligner le fait que par un effet, je ne sais pas comment le nommer, j'ai seulement une explication, mais un peu de mouton, l'ensemble de la communauté scientifique s'intéresse aujourd'hui aux vocalisations ultrasonores néonatales qui déclenchent des comportements maternels et très peu à ces vocalisations sonores. Et de ce fait, je vais maintenant me pencher sur le traitement des vocalisations au niveau cortical, de ces vocalisations néonatales, mais faute de données, je vais devoir revenir au modèle de la vocalisation ultrasonore néonatale. Alors, beaucoup d'études à l'inverse ont été consacrées à ces vocalisations ultrasonores néonatales et à essayer de comprendre qu'est-ce qui déclenche dans ces vocalisations le comportement maternel, ou plutôt qu'est-ce qui change le traitement de ces vocalisations au niveau cortical. Dans un premier temps, ce qui a été fait, ce sont des enregistrements unitaires des neurones situés dans le cortex auditif. Et ceci était fait chez des mères anesthésiées, avec toute la limite des résultats lorsque ces animaux, dans l'interprétation des résultats, lorsque les animaux sont anesthésiés. Dans un deuxième temps, il a été procédé à des études comparatives de ces réponses chez les mères et les femelles vierges, toujours anesthésiées. Récemment, ces enregistrements intracellulaires de neurones ont été étendus à des souris éveillées. Et ce sont essentiellement les réponses excitatrices qui ont retenu l'attention. En 2009, un travail était publié dont la portée me paraît plus large, puisqu'il s'agit d'une étude comparative des réponses des neurones dans le cortex auditif chez les mères et les femelles vierges, qui comporte à la fois l'enregistrement de réponses unitaires et les enregistrements de champs de potentiel locaux, c'est-à-dire les enregistrements de potentiel extracellulaire. Ils reflètent, on le sait, principalement le potentiel de membrane d'un ensemble de neurones proches et qui ont une réponse synchrone. Les réponses
de champs de potentiel sont des réponses de basse fréquence et des études ont montré qu'elles s'étendent sur environ 250 microns. La réponse s'étend sur 250 microns. Autre élément majeur qui distingue cette étude des études précédentes, c'est le fait que non seulement les réponses excitatrices déclenchées par les vocalisations dans le cortex auditif étaient prises en considération, mais aussi les réponses inhibitrices. Alors, les vocalisations auxquelles les animaux qui vont être étudiés répondent sont des vocalisations, donc après la naissance, néonatale, qui dépassent 50 kHz. Voyons d'abord les réponses des neurones, réponses donc unitaires. Excitatrices, présentées en A, inhibitrices. Alors, excitatrices et inhibitrices, c'est par rapport à l'activité spontanée. On enregistre d'abord l'activité spontanée des neurones, puis on présente l'appel en playback. Un appel, en fait, l'appel est un appel qui est fait de sons synthétiques et l'on enregistre les réponses, soit sous forme excitatrice si le taux de décharge au niveau neuronal augmente ou inhibitrice s'il baisse. Dans un premier temps, ce qui a été évalué, c'est la durée des pics de décharge et la latence de leur apparition pour les neurones qui ont une réponse excitatrice. Alors, en noir, chez les mères, triangle noir, en gris, j'espère que vous voyez la différence, mais ce n'est pas certain, non ? Ici, vous voyez mal, non ? Ici, mais bon, à côté, vous avez les valeurs statistiques. Hein. Ici, en gris, je suis un peu désolée, les réponses des femelles vierges. Donc, on va comparer, on va chercher à voir s'il y a une différence de réponse au niveau du cortex des mères et des femelles vierges à l'appel des nouveau-nés, appel ultrasonore, et donc par des réponses unitaires excitatrices. Quand on s'intéresse à ces réponses, il n'y a pas de différence significative. Quand on s'intéresse à leur latence, il n'y en a pas non plus. Si on s'intéresse maintenant aux réponses de type inhibitrice, là, au contraire, il y a une différence significative dans la durée de réponse inhibitrice entre les mères et les femelles vierges. Si maintenant on s'intéresse, donc là on est aussi, ce que j'ai oublié de mentionner, en conditions d'éveil, c'est-à-dire on est dans des conditions physiologiques. Si maintenant on s'intéresse au taux de décharge de ces neurones, mesuré en A3 et B3, A3 dans les réponses excitatrices, en noir chez les mères, en gris chez les femelles vierges. Les réponses excitatrices, ici la valeur statistique, en termes de taux de décharge, ne sont pas différentes. Les réponses inhibitrices, en termes de taux de décharge, elles le sont. Donc, on a à la fois, lorsque l'on enregistre les neurones unitaires, une réponse qui est plus précoce, qui est plus soutenue au niveau et qui dure plus longtemps au niveau des neurones inhibiteurs chez les mères que chez les femelles vierges. Alors, on va passer maintenant aux enregistrements extracellulaires et on va s'intéresser à la précision de la phase de la réponse de ces ondes. Que va-t-on observer ? À nouveau, les mères en noir, les femelles vierges en grise. À la réponse, lorsque l'on enregistre les réponses excitatrices, il n'y a pas de différence significative en matière de potentiel de champ.
À l'inverse, au niveau inhibiteur, il y a dans cette mesure globale de la réponse neuronale, comme au niveau unitaire, une différence significative. Alors, la question qui est ensuite posée est, d'autres critères vont être également validés, qui confortent l'idée donc de cette réponse inhibitrice différente chez les mères et chez les femelles vierges. J'en viens maintenant à l'origine de cette réponse inhibitrice. S'agit-il d'une réponse inhibitrice qui, dans le cortex, correspond à la réponse de neurones qui sont accordés en fréquence avec la fréquence des vocalisations ultrasonores chez la souris? Ou bien cette réponse inhibitrice qui subit un changement chez les mères se situe-t-elle ailleurs? Pour ce faire, c'est à nouveau le champ de potentiel local qui va être mesuré dans différents paramètres, ici la précision de la phase, en réponse aux vocalisations sonores, dans la région du cortex qui répond à plus de 50 kHz, ici en rouge, et en vert à moins de 50 kHz. Eh bien, si l'on regarde la valeur statistique des réponses excitatrices et inhibitrices, il n'y a pas de différence significative entre la réponse chez les mères et chez les femelles vierges, qu'il s'agisse de réponses excitatrices ou inhibitrices. En revanche, comme vous le voyez ici, si on enregistre non plus dans la région accordée en fréquence avec l'appel ultrasonore, mais à des fréquences plus faibles, des régions qui sont accordées à des fréquences plus faibles, ici inférieures à 50 kHz, pas de différence dans la réponse de champ, réponse de type excitatrice, un changement dans la réponse de type inhibiteur. Donc, ce que l'on voit, c'est que il y a le cortex auditif se remodèle chez les mères en réponse à des appels ultrasonores et que c'est principalement les neurones qui ont une réponse inhibitrice qui se modifient. Cela n'avait reçu que très peu d'attention jusqu'ici. Ils se modifient, mais ce ne sont pas les neurones inhibiteurs accordés en fréquence, mais ce sont des neurones inhibiteurs accordés dans une fréquence plus faible. Alors, la question qui se pose alors est la suivante. Si l'on fait varier la fréquence de l'appel, qu'observe-t-on? Eh bien, si l'on fait varier la fréquence de l'appel, on s'aperçoit que, d'une façon générale, c'est toujours la fréquence adjacente inhibitrice qui porte le maximum d'inhibition. D'où une sorte de modèle dans lequel, le détail duquel je ne rentrerai pas, mais qui vise à essayer de comprendre quel est le rôle de cette inhibition inattendue dans cette région accordée en fréquence, à une fréquence plus faible que les vocalisations chez la souris. Eh bien, ce qui est proposé, c'est que cet élément d'inhibition
de la réponse, cet élément, d'inhibition, oui, je disais, pour les fréquences qui ne sont pas la fréquence des vocalisations, a pour effet de rendre silencieux cette partie du cortex à des fréquences autres que les fréquences vocales des souriceaux nouveau-nés. Par conséquent, ce que ferait cette inhibition, c'est de créer en quelque sorte un contraste entre la perception des fréquences qui ont une signification écologique et la perception du bruit ambiant. Vous le savez, je l'ai discuté à maintes reprises, le problème majeur auquel a à faire face le système auditif, c'est d'être capable de percevoir, d'extraire en quelque sorte dans un message sonore ce qui est signifiant de ce qui ne l'est pas. Donc, ici s'ouvre en fait tout un champ de recherche. On ne peut que souhaiter le fait qu'une approche semblable soit développée en ce qui concerne les vocalisations harmoniques. On ne voit pas quel est l'obstacle majeur au développement de ces approches parallèles. Alors, vous le comprenez, je n'ai pas répondu à une question essentielle. Qu'est-ce qui crée cette plasticité corticale? On l'observe en réponse à l'appel des souriceaux. Mais il se peut très bien que l'un de ces moteurs soit un moteur hormonal. Alors, j'espère, au total, en ce qui concerne les vocalisations chez la souris, avoir attiré votre attention sur un type de vocalisation qui me semble trop négligé et avoir montré tout l'intérêt qui, me semble-t-il, il y aurait dans les modèles murins qui s'intéressent en particulier à l'autisme, à s'intéresser au comportement des mères, c'est-à-dire à s'intéresser à la réponse perceptive des mères aux vocalisations des nourrissons. Voilà, je vais en rester là et vous remercier de votre attention.